Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, une semaine qui débute dans le vert pour les indices européens, avec une séance qui aura été quand même relativement indécise, il faut le dire, mais qui se termine positivement, une hausse de 1% pour les principaux indices en cette fin de séance en Europe, et notamment pour le CAC qui va terminer au-delà des 7000 points, alors que le marché s'apprête à digérer un nombre important de publications d'entreprises cette semaine. On entame une grosse partie des publications en Europe, notamment avec au sein du CAC 40, 9 sociétés qui sont attendues cette semaine, à commencer par BNP Paribas dès demain matin, qui donnera le coup d'envoi des résultats du secteur bancaire pour la France. Côté macroéconomie, on suivra évidemment le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de janvier qui sera publié ce vendredi à 14h30, et on reste évidemment dans le sillage des dernières réunions de politique monétaire. Est-ce que Christine Lagarde, à la tête de la Banque Centrale Européenne, est en train d'enterrer définitivement l'ère Draghi? C'est bien possible, et les marchés sont en train d'en prendre acte, avec des mouvements sur le marché obligataire qui sont toujours nerveux depuis la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE jeudi dernier. On surveille notamment le spread, les écartements de coûts de financement entre les États et notamment les pays périphériques, bien sûr, avec des taux grecs, italiens qui sont en train de s'envoler. Le taux italien à 10 ans est à 1,85 contre 1,20 il y a une semaine maintenant. Ce sera évidemment le sujet toujours à la une de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur une thématique d'investissement de long terme, la thématique de l'alimentation et de la nutrition plus spécifiquement. C'est un des fonds thématiques historiques de Pictet Asset Management, le fonds nutrition, et sa gérante Gillian Dyson sera avec nous par téléphone à partir de 17h45 pour évoquer ce sujet. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance. En Europe, une séance positive pour démarrer la semaine avec Alix Nguyen. Si en début de séance, Paris évoluait tout en retenue, l'indice avance désormais dans un léger vert, stimulé par la hausse de Wall Street, mais aussi empêché par les tensions sur les marchés de taux, les incertitudes liées à une accélération du resserrement monétaire, mais aussi les tensions géopolitiques inquiètent. À New York, la séance s'amorce quant à elle en ordre dispersé. On retrouve en soutien les résultats d'entreprise et les opérations de fusion-acquisition. À noter que cette semaine, le marché portera une attention particulière à l'évolution des prix à la consommation de janvier aux États-Unis. La BCE n'écarte plus un resserrement monétaire cette année, donc aujourd'hui Christine Lagarde s'exprime entre autres à cet effet devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. On relève que la bourse de Milan recule alors que le marché italien est perçu comme le plus vulnérable à un resserrement monétaire en Europe. Sur le plan géopolitique, donc, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine aujourd'hui à Moscou. Une visite dont l'objet sera d'obtenir des engagements de la part de son homologue russe et d'ainsi calmer les tensions avec l'Ukraine. Demain, Emmanuel Macron se rendra à Kiev afin de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À Paris, la meilleure performance du CAC est pour ArcelorMittal. Ce dernier aurait rejoint les rangs des candidats au rachat de la plateforme d'énergie renouvelable Spring Energy afin de décarboner sa production. Il va par ailleurs investir 1,7 milliard d'euros dans ses usines de Dunkerque et Fos-sur-Mer afin de verdir sa production. La dégringolade se poursuit pour Korian et Orpea alors que les avocats préparent des actions collectives en justice. Orpea abandonne désormais près de 2/3 de sa valeur depuis le 20 janvier. On termine avec un focus sur une valeur en nette progression. Il s'agit de Forestia. Le groupe revoit à la hausse sa prévision de synergie de coûts issue du rachat pour 6,7 milliards d'euros de l'allemand Hella, finalisé fin janvier. Il vise désormais des ventes supérieures à 33 milliards d'euros en 2025 et une marge opérationnelle de plus de 8,5%. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion action de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Président de Sanso IS et ravi de retrouver également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, Vous êtes directeur de la recherche de Natixis CIB. Jean-François, commençons avec la politique monétaire. Vous avez vous-même officié dans une banque centrale, la Banque de France en l'occurrence, donc je serais très intéressé de savoir quelle lecture vous faites de la dernière communication de Christine Lagarde. Je ne parle pas celle d'aujourd'hui, elle s'exprime en ce moment Christine Lagarde, mais celle de jeudi dernier. Bien sûr, si j'étais cartooniste, je crois, si mon métier était de faire des dessins satiriques, j'aimerais bien faire un dessin de Christine Lagarde enterrant Mario Draghi à coups de pelle dans le sol, Jean-François. Est-ce que c'est définitivement la fin de l'ère Draghi au sein de la Banque Centrale Européenne ? Oh bah oui, c'est une page qui se tourne parce qu'on est dans là, le prochain mouvement de la BCE, ça on peut tous s'accorder là-dessus, ce sera une hausse des taux et donc on est à la fin de l'épisode, c'est sans doute la fin des taux négatifs qui se dessinent, la fin de ce soutien à l'économie, parce que notamment les économies se sortent de cette plus grave crise depuis les années 30, voilà, on a bien vu 7% de croissance en France, etc. Pour ce qui est de la communication quand même, effectivement, il ne faut pas que la chouette se transforme en girouette parce qu'on avait quand même d'une semaine à l'autre vraiment des changements de communication. Force est de constater que c'est pas un succès de communication quand on voit le spread italien qui se prend, enfin les taux italiens qui prennent 65 points de base, l'euro qui prend 4 figures, et la Grèce qui se tend très fortement. C'était manifeste, ou les anticipations de taux, ça y est, le marché sait plus trop où aller, on price maintenant 2 voire 3 hausses des taux avant la fin de l'année. Bon, le marché est un peu perdu et était manifestement pas très guidé. La forward guidance, c'était pas un succès dans ce point de vue-là, puisque on dit souvent qu'une banque centrale doit vraiment, conduire les anticipations. Là, c'était quand même une surprise pour le marché quand on voit les réactions des différentes classes d'actifs. Donc, je ne pense pas qu'en termes de communication, ce soit un succès. Après, peut-être qu'il y a un petit emballement en ce moment sur les politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. C'est un peu la course à l'échalote en train d'essayer de calquer ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, alors que la situation est quand même très différente. Qu'est-ce qu'elle a dit finalement de très important ? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ? C'est ça que le marché retient. Elle n'a pas dit c'est très improbable qu'on ait une hausse des taux. Elle n'a pas dit attention, on va monter les taux non plus. C'est-à-dire qu'elle nous dit c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année on fasse un mouvement. D'abord, elle dit pas que c'est encore une fois probable. Et deuxièmement, elle répète quand même je vais respecter la séquence, je vais voir un petit peu en fonction de mes prévisions d'inflation. Donc il y a beaucoup de si quand même qui nous mèneront au chemin d'une hausse des taux. Donc vous achetez pas de hausse de taux de la BCE cette année? Si, j'en achète une, mais compte tenu du pricing du marché aujourd'hui, quand on a mis, il y en a quasiment une en juin là. Il y en a une en juin, il y en a une deuxième en septembre, il y en a quasiment on est quasiment à 4 hausses des taux, alors qu'elle nous a juste dit d'ici la fin de l'année, peut-être que la porte est ouverte. Mais avant ça, il faut qu'elle termine tout son programme d'achat d'actifs. Et avant ça, il faut qu'elle ait une nouvelle prévision, soit en mars, soit en juin. Donc si on est très pessimiste, nous on pense qu'en mars, elle va réviser à la hausse ses prévisions d'inflation, sans doute autour de 2%. Évidemment. Mais nous, on fait marcher tous nos modèles. En ce moment, on a sorti un papier justement sur la boucle prix-salaire en Europe. La réponse, c'est qu'elle n'existe pas pour l'instant et elle est probablement pas en train de se mettre en place. On n'a pas du tout ça dans les derniers chiffres d'inflation salariale en Europe. C'est 1,1 au niveau de la zone euro. Quand vous avez 5% d'inflation, on ne peut pas dire que vous gagnez trop. Il n'y a pas de boucle. C'est ça que je ne comprends pas, Jean-François, quand c'est la fin de l'ère Mario Draghi. Je pense que Mario Draghi, de son vivant, en tant que président de la Banque centrale, aurait rêvé d'avoir une situation qui lui permettait de remonter les taux à un moment. La question du timing est quand même cruciale. Le discours de la Fed a pivoté après que la Fed a pu voir dans le blanc des yeux l'inflation salariale, l'inflation endogène dans l'économie américaine. Vous le dites vous-même, et Christine Lagarde le dit également la semaine dernière, on n'en est pas là. Alors, je crois que ce qui a changé dans le discours et dans les analyses, et je les partage, il y a quand même cette idée que le temporaire dure et qu'on avait tous, et on reste accroché à ça. Nous, on est à peu près persuadés que le pic d'inflation, il est là. Il est autour de décembre, janvier. On voit bien, ça stabilise en France. En Allemagne, ça commence à rebaisser. On a pas mal de composantes de l'inflation. 50% de l'inflation est liée à l'énergie. Voilà, elle le dit elle-même, Christine Lagarde. Si vous rajoutez un certain nombre de composants qui ne dépendent pas du tout de la Banque centrale, vous êtes quasiment aux 2 tiers. Donc l'inflation n'est pas du tout
cette inflation-là, la BCE peut faire ce qu'elle veut, elle ne la contrôle pas. C'est encore une fois un choc d'offres. Le niveau de la demande en Europe, il est revenu à ses niveaux pré-crise, mais il n'est pas au-dessus. Ce qui change, c'est voilà, c'est pas parce que vous allez monter les taux que vous allez faire revenir des chauffeurs de camions, que vous allez augmenter le nombre de containers, ou vous allez rouvrir les ports en Chine, quoi. Ou vous allez déréglementer le marché du travail aux États-Unis dans les ports de Los Angeles. Ça, la Banque centrale, elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne changera rien. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est éviter qu'il y ait cette espèce de crainte inflationniste qui dure, avec même si c'est lié à l'énergie. Mais elle existe que chez eux, cette crainte. Oui, mais bon, je pense que là, on est très français. Si vous allez en Allemagne, tout le monde saute en l'air en disant elle nous tue, nous les épargnants, il faut absolument monter les taux. D'accord. Quand vous avez 5% d'inflation qui continue à durer, que vous avez pris d'énergie qui ne rebaisse pas trop, vous pouvez faire vous pouvez en tout cas, un élément de langage, encore une fois. Elle n'a pas encore agi du tout. C'est un élément de langage pour dire attention, si on voit que ça dure, on fera peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, elle a dit que ça. Elle n'a pas dit, attention les gars, on est en mode vigilant, on va monter les taux dans 6 mois. Oui, mais elle dit ça dans le désert, avec un chiffre d'inflation qui marque les esprits, sans nouvelle projection du staff économique de la BCE. Ouais. Mais je crois que le jeu est quand même assez ouvert en mars. Ouais. Franchement, je pensais que j'allais me calmer, mais en fait, le week-end m'a encore un peu plus énervé. Je vois ça. Pour répondre à votre question, je pense que c'est pas un succès de communication vu la réaction du marché, la volatilité qui remonte, etc. Bon, comment vous comprenez ? C'est quand même un virage très rapide de la part de la Banque Centrale Européenne. David. Je vous sens très énervé, mais c'est probablement parce qu'on a été mal habitués. On a été pris par la main par les banques centrales qui se sont installées dans une communication où ils nous disent tout très longtemps à l'avance, etc. Et là, j'ai l'impression que sur les marchés, tout d'un coup, simultanément, finalement, assez peu de temps. On a à la fois Jérôme Powell qui retire sa forward guidance, Christine Lagarde qui jette le trouble, probablement parce que, ne l'oublions pas, elle n'est pas toute seule. C'est un conseil de gouverneurs. Elle a certainement dû, même si M. Weidmann n'est plus là, il a des successeurs qui ne sont pas moins vocaux. Et donc, elle a dû certainement les laisser des gages. Il faut voir aussi que l'exemple américain, même si on n'en est pas là, l'exemple américain doit servir d'alerte à la Banque Centrale Européenne. En fait, ce que l'on voit, c'est que aux États-Unis, il y a une dimension maintenant très politique à l'inflation, politique et sociale. C'est parce qu'il y a beaucoup d'inflation que finalement, quand vous demandez à l'Américain moyen qu'est-ce que vous pensez de la présidence Biden, c'est tout juste s'ils ne vous disent pas mais rendez-moi Trump tout de suite, parce que voilà, ils n'en peuvent plus de voir leurs factures augmenter dans tous les sens, et très clairement, c'est un problème. Donc je pense que Christine Lagarde se sent un peu obligée de montrer qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il ne ferme pas les yeux. Le chiffre qu'on a eu en janvier, même si ce n'est qu'un chiffre, est quand même un peu choquant. Si on enlève le chiffre juste post-Covid, qui bien sûr était en forte hausse, mais pour des effets de base bien compréhensibles, on est quand même sur des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Donc, je pense que la crainte des banques centrales, c'est de se faire rappeler par la patrouille, donc c'est-à-dire de voir tout d'un coup une envolée des taux longs. Quand on a peur d'un retour de l'inflation, c'est les taux longs qui vous le rappellent. Et donc, pour le moment, ils ont très bien maîtrisé cet aspect-là. Les break-even d'inflation ne décrochent pas. Ils sont toujours, ne s'envolent pas, pardon. Non, ça part pas en vrille. Ils sont très ancrés. Les taux longs sont relativement ancrés également. Bon, donc, on peut dire que le travail est à peu près fait. Ouais. Régis, il faut. Non, mais je sais. Grégoire, vous savez que. C'est comment vous dites. Il faut désancrer 20 ans de logiciels désinflationnistes, c'est ça. Il faut sortir du déni. 7 ans au moins depuis 2015. Donc vous comprenez ce wake-up call là. Oui, la brusquerie. Alors je comprends votre énervement sur la brusquerie du retournement de communication, mais cette brusquerie, elle correspond au fait qu'on est dans le déni depuis trop longtemps. L'inflation est à nos portes depuis, alors aux portes beaucoup plus aux États-Unis, et c'est vrai que la Fed a tardé à elle-même s'exprimer sur le sujet et à le reconnaître. Effectivement, on attendait que l'hiver, les mois de début d'hiver, novembre-décembre, nous confirment que malgré le retrait des aides aux États-Unis, etc., cette inflation qui avait été entamée, cette inflation salariale notamment, se poursuivait. On a eu cette confirmation, ce qui a conduit la Fed effectivement à adopter une posture beaucoup plus
plus haussière tôt, tandis que la Banque centrale était dans le déni. Je pense que la Banque centrale européenne, elle ne peut pas s'éloigner complètement non plus de la Fed à cause des effets de devises que ça induirait. Je pense que si la Banque centrale s'ancrait, même si on est effectivement en décalage sur le plan de l'inflation et sur le plan de la hausse des salaires, on est en décalage par rapport aux États-Unis, mais si on s'ancrait dans une politique qui ne veuille pas bouger par rapport à une banque centrale américaine qui remonterait plus rapidement ses taux, vous avez un risque quand même de hausse du dollar, ce qui générerait de l'inflation importée assez forte en Europe. Alors certes, pareil, ce serait temporaire, ce ne serait pas forcément une boucle salaire-prix, mais je veux dire, le consommateur final en Europe, il a pris 5% dans la tête l'année dernière. Et s'il a eu ses salaires qui ont augmenté de 1%, ça veut dire que globalement, il a perdu 4% de pouvoir d'achat. On a dit effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de hausse de salaire en Europe. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil et que les gens disent « mais moi, il y a un problème, je ne vais pas continuer à perdre 2, 3, 4, 5%. » Alors effectivement, c'est 2% encore et c'est 5% avec alimentation énergie, mais il n'empêche la facture finale pour le consommateur, c'est bien 5%. Donc le gars, il a 5% d'inflation et puis il a 1% d'augmentation de salaire. Et il y a un moment où il peut devenir plus exigeant aussi, le travailleur européen, et dire rendez-moi l'argent. Après et donc, des années de modération salariale, pour certains pays d'Europe, c'est pas forcément mauvais. Mais même la Banque centrale d'ailleurs le dit. Oui, bien sûr. Non, c'est pas forcément mauvais. Mais ça vous fait une boucle salaire-prix. Enfin, il faut dire, les taux négatifs, on ne le rappelle pas assez parce qu'on a fini par s'habituer. Les taux négatifs, c'est une absurdité, c'est une aberration. Je suis pas pour les taux négatifs. C'est une drogue. Le plus vite on en sort, le mieux c'est. L'héroïne. Et l'héroïne, c'est très agréable à très court terme. Est-ce que vouloir en sortir trop tôt, est-ce qu'on prend pas plus de risques? Le sevrage de l'héroïne, de la cocaïne, il est désagréable. Il est désagréable pour tous ceux qui ont essayé. Il est désagréable, mais il est nécessaire. Donc il y a un moment où on dit en fait, on en a abusé. Et quant aux États-Unis, on dit les taux longs ont déjà beaucoup monté aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à 5% d'inflation salariale sur les cadres. On est à 7% d'inflation salariale sur les non-cadres. Ce sont des chiffres qui correspondent au début des années 70. À l'époque, les taux longs américains étaient entre 6 et 8% avant qu'ils montent à 12-14 dans la période qui a suivi. On est très loin encore de ce niveau. Oui. Donc, on verra comment évolue le marché du travail. On a vu le taux de participation qui remonte de 0,3 points en janvier aux États-Unis. Visiblement, il y a des seniors, ceux qui sont le plus revenus sur le marché du travail. C'est ceux dont on pensait qu'ils étaient partis définitivement à la retraite. 55, 65 ans, c'est eux qui sont le plus revenus sur le marché du travail aux États-Unis au mois de janvier. Il y a peut-être encore un peu de slack de ce point de vue-là. Quand vous avez... oui, mais c'est le sujet quand même. Là, il vous manque quand même 2,9 millions d'emplois dans le marché américain. Il y a quasiment 5 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail. Donc oui, vous pouvez imaginer qu'il y a un réserve. Après, il y avait toutes ces études. On avait tous un peu commencé à regarder ça. Mais il y a des gens qui ont quitté le marché du travail. Alors notamment, on parle des personnes seniors, mais il y avait pas mal de gens qui avaient quitté le marché du travail aux États-Unis. Alors peut-être pas sur les 5 millions, c'est une minorité. Mais il y avait pas mal de gens qui avaient bénéficié d'effets richesse entre la hausse du marché immobilier et la hausse des marchés actions. Ils disaient, c'est bon, je peux partir avec mon portefeuille très valorisé. Alors peut-être que finalement, c'est un effet de second tour. Ça peut avec changer. La correction des marchés. Ça peut changer. Je pense franchement que le marché immobilier et le marché actions sont plutôt à la baisse. Non, mais peut-être juste la dernière chose, c'est que là, ce qu'on est en train de décrire quand même, enfin moi, j'en suis assez persuadé, c'est qu'on a des banques centrales qui vont être quand même finalement très procycliques, c'est-à-dire qu'elles vont resserrer, aller vers le ralentissement des économies, alors même que les économies et l'inflation vont se ralentir d'eux-mêmes. Ben oui. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où... C'est pour ça que moi je ne crois pas aux 7-8 mouvements des taux américains, je ne crois pas à qu'il y ait 3 ou 4 hausses en Europe, ça me semble complètement beaucoup trop optimiste pour dire les choses, parce que vous allez avoir une croissance qui ralentit, une inflation qui ralentit. Sans aller jusqu'à 3-4 hausses de taux en Europe, mais rien qu'avec l'idée qu'un mouvement de taux pourrait commencer d'ici la fin de cette année 2022, ramenant le taux de dépôt à zéro, Jean-François, ça veut dire quand même une accélération du tapering assez rapide par rapport à ce qui était prévu. On a tous en tête quand même la dernière erreur de politique monétaire, la hausse de taux de juillet 2011. Quand vous regardez le timing de cette hausse de taux, elle laisse un trou béant dans le PIB nominal pour des années. Donc, moi j'entends, on me dit à 3, 6, 9 mois près, ça change rien.
Je me demande quand même si ça ne change pas quelque chose, le timing de la première hausse de taux. Est-ce qu'en remontant les taux en fin d'année, est-ce qu'on se donne encore le maximum de chances de ramener l'économie de la zone euro à sa tendance pré-Covid ? En fait, je crois que plus ils font les choses vite, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette accélération de l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'on sent bien que la fenêtre d'opportunité, elle est assez à court terme, parce qu'apraprès, encore une fois, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. On finit l'année sur un rythme trimestriel de 6% de croissance. Nous, on prévoit, mon chef économiste, qui est l'ancien chef économiste de la Maison-Blanche, il dit il y aura 2% de croissance à la fin du quatrième trimestre 2022. Donc en fait, on va faire diviser par 3 la croissance. Donc si vous ne montez pas les taux maintenant aux États-Unis, c'est pour ça que nous on dit mars-juin, mais après ils vont être obligés de s'arrêter. Pareil sur la Banque Centrale Européenne, c'est que là on voit bien qu'on est encore dans la dynamique on sort du V et que l'économie européenne va sans doute être autour de 4% de croissance. Donc là on peut y aller, mais 2023, probablement qu'on va commencer à atterrir, on va aller vers les 2%. Donc vous dites, si on avait en tête de le faire en 2023, mieux vaut peut-être le faire maintenant, plutôt qu'en 2023. Plus on attend, et plus ça va être difficile. Bon. Comment on gère dans ce contexte-là où on a quand même un mouvement global de la part des banques centrales, resserrement de politique monétaire qui va être beaucoup moins séquencé que ce qu'on imaginait. Tout le monde est en train de se caler à peu près sur le même rythme, avec en plus une restriction budgétaire, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu l'an dernier. Déjà, est-ce qu'on reste constructif sur les actions ? Est-ce que dans le marché actions, il y a des segments, des secteurs qui protège, j'allais dire, de ces vents contraires dont on n'a plus l'habitude depuis longtemps maintenant, David. Alors, c'est vrai. Alors, je pense que revenir aux fondamentaux, c'est toujours, dans ces périodes un peu troublées où on manque de visibilité, c'est toujours bon. En bourse, on achète quoi ? On achète des bénéfices. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est les dynamiques bénéficiaires. Et ce que l'on constate, c'est que ces dynamiques bénéficiaires, elles sont globalement extrêmement bien orientées. Donc ça ne faiblit pas. En parallèle, on a des cours qui baissent. OK. Bon, on prend le prix, on divise par les earnings, par les bénéfices. Vous avez des bénéfices qui montent, des prix qui baissent. Globalement, ça veut dire que les valorisations s'ajustent par les deux bouts. Donc, c'est plutôt bien, puisqu'on disait, il n'y a pas si longtemps que ça, que les marchés étaient un peu chers, etc. On se retrouve où on est en dessous de 19 fois les bénéfices aux États-Unis, en dessous de 15 fois les bénéfices en Europe. C'est pas encore ce qu'on appellerait aux États-Unis du screaming buy. Mais ça va servir... Dans assez peu de temps, finalement, on va se retrouver avec une force de rappel. Donc, de ce côté-là, au niveau des actions, nous, on n'est pas du tout catastrophiste ou défaitiste. En fait, il y a deux choses que l'on garde en tête. C'est que, les dynamiques bénéficiaires sont toujours bonnes, et donc, tôt ou tard, on va se retrouver avec des valorisations qui vont nous rappeler que, là, il y a peut-être des choses à faire. Et deuxièmement... On a également des banques centrales qui, malgré tout, sont devenues quand même beaucoup plus agiles. Quand on pense, on me demandait, pas plus tard que ce matin, on me demandait, mais est-ce qu'on ne serait pas rentré dans un cycle 2001-2003 donc les 3 années de suite où, à la fin, on se demande pourquoi les actions existent, parce que franchement, ça ne sert à rien, etc. Bon, on s'en souvient, c'était extrêmement pénible, extrêmement long. Mais je ne pense pas que... Je pense que quand on regarde un petit peu l'histoire, les crises sont de plus en plus courtes. Et l'une des raisons pour lesquelles elles sont de plus en plus courtes, c'est qu'on a des banques centrales qui sont de plus en plus réactives. Et donc je pense que si on se retrouve avec un vrai problème majeur, c'est-à-dire des marchés non pas à moins 5 ou moins 10 comme ils sont actuellement, mais plutôt à moins 30, moins 40, voilà, des choses où on commence à craindre les effets richesse, où on commence à craindre un impact sur l'économie réelle, etc. Je pense que les banques centrales seront les premières à dire « Attendez, non, on s'est trompé, on ne va pas remonter tout de suite, vous en faites pas ». Vous l'avez dit vous-même, David. Le seuil de douleur, c'est pas moins 10. Ah non. C'est peut-être... moins 30, moins 40... Ça ne peut pas être moins 10 alors qu'on vient de faire en ligne droite plus 30 l'année dernière et en 2020, malgré tout, plus 10. Donc, on vient quasiment de faire 40% en ligne droite. Le seuil de douleur, aucun banquier central ne va se mettre en larmes parce qu'on a perdu 10%. Non. Vous parliez de l'hiver des actions post-2000. La dernière hausse de taux de 50 points de base de la Fed, c'était en 2000. Ça a été 3 ans de bear market, effectivement, ensuite. Voilà. Régis. Oui, gérer les actions là dans ce contexte. Est-ce que les segments value, parce que
Est-ce qu'on achète encore la croissance cyclique dans le marché action, ou est-ce qu'il faut commencer à se dire, les banques centrales, il y a un stress politique, il y a des effets, une surprise peut-être dans la manière dont les banques centrales vont adresser cette question de l'inflation, et donc, in fine, ça va se ressentir peut-être sur la croissance, qui est déjà en train de se normaliser. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des actifs plus en ligne avec l'idée d'une croissance modérée, normale Alors, on a eu une rotation quand même depuis le début de l'année qui est totalement spectaculaire partant d'un point extrême, bien en dessous encore du point extrême de mars 2000. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a été beaucoup plus bas encore en termes d'écart de valorisation entre la partie chère et la partie pas chère du marché. Et donc, on partait de ce point incroyable et on est remonté de manière incroyable aussi dans la vitesse et dans l'ampleur, mais pour autant on est encore très très bas entre les valeurs qui sont portées un peu par la croissance, la digitalisation, etc. et puis le reste du marché. À court terme, je suis d'accord, on va avoir une dynamique, un momentum, comme on dit, de résultats qui est favorable. On est plutôt toujours dans une dynamique de révision, aussi compris d'ailleurs sur l'effet matières premières, parce que finalement les entreprises dans une économie qui se tient bien et dont la demande reste assez forte, ont une assez bonne capacité à plus que répercuter la hausse des matières premières. Donc en réalité, ça fait plus d'argent sur toute la chaîne de valeur, à la fois sur les producteurs de matières premières et puis le long de la chaîne et jusqu'au consommateur final. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le chiffre d'inflation. Finalement, c'est quand même une dynamique positive à tous les niveaux. Et donc ça, on va garder ça probablement tout le premier semestre. Nous, ce que nous craignons, c'est que la Fed soit amenée à être dure sur les taux jusqu'à casser cette croissance. Et donc, la deuxième partie de l'année, on risque d'avoir à la fois la partie chère du marché digital, etc., toujours freinée par le fait que les taux soient plus élevés et que les valorisations du coup se trouvent limitées, et la partie plus cyclique du marché qui elle-même pourrait revenir dans une dynamique de résultats négative. Bon. Et donc globalement, le net-net, il n'est pas génial sur le marché action pour l'ensemble de l'année. Nous, on s'attend plutôt à une baisse avec un début d'année qui va se poursuivre comme il a commencé, c'est-à-dire avec cette rotation, et une deuxième partie d'année où ce sera vraiment plus difficile, où là, on aura vraiment la rentabilité qui va jouer, c'est-à-dire vraiment la capacité des entreprises qui ont des bases de coûts les plus faibles à supporter, et bien absorber les chocs de croissance, quoi. Ça veut dire quand même, quand on peut gérer un peu l'exposition au risque action, quand on n'est pas obligé d'être investi à 100%, moi je suis toujours investi en action oui, bien sûr, mais vous êtes payé pour ça, bien sûr. Mais quand on peut gérer dans une allocation l'exposition action... On est plutôt sous-exposé action maintenant depuis en fait le début de l'année. Ouais. Plutôt sous-exposé action. D'autant que même dans cet équilibre de rotation, on l'a vu d'ailleurs sur les indices, vous avez des capis en centaines ou en milliers de milliards qui baissent, et vous avez des capis en dizaines de milliers de milliards qui montent. Quand vous faites la somme des deux, le net sur l'indice, il est forcément pas super positif, quoi. Je sais pas, le mouvement Facebook-Amazon. Oui, alors Facebook-Amazon, c'était plus du stock picking, c'était plus des choses individuelles. C'est un truc pour les long shorts. Des méga caps qui il fallait avoir le bon. David, parce que je redis, Facebook, plus de 200 milliards de destruction de valeur en une séance, donc ça perd 25% jeudi dernier. Dans la foulée, Amazon a pris 15% ou quasiment, je crois, vendredi, créant la plus grosse création de valeur boursière en une séance de l'histoire et compensant quasiment la destruction de la veille. C'est des méga caps. C'est pas des penny stocks ou des small caps qui se traitent. On est d'accord. Alors premièrement, ça reflète déjà une certaine nervosité. Ah oui. Parce que pour faire bouger ces titres-là, effectivement, c'est que quand même des gens qui sont un petit peu à l'affût et peut-être un peu en retard en termes de performance. Voilà. Mais il y a quand même deux histoires très spécifiques. C'est-à-dire que Amazon a véritablement surpris avec des très bons chiffres, non pas du commerce, mais ils étaient très bons côté commerce, mais ils sont excellents côté cloud, des perspectives côté cloud qui sont juste phénoménales. Donc il y a quand même de vraies raisons à cela. Et Facebook, faut pas oublier que cette histoire de tracking, d'options, Apple qui met en place la fameuse question, est-ce que vous autorisez l'application à vous suivre dans d'autres applications ? Faut pas oublier que ce tracking, comme on dit, c'est ce qui permet, malgré tout, à Amazon de mettre le produit que vous allez commander dans 3 jours dans un entrepôt près de chez vous. Bon.
Si on commence à enlever ce genre de choses, la data, vous avez moins de données à vendre, c'est une donnée qui a beaucoup moins de valeur, vous avez des profils qui vont être beaucoup moins fins, donc ça va valoir beaucoup moins cher. Ouais. Voilà. Donc il y a un vrai impact. Il y a un deuxième impact, qui est aussi un impact générationnel. C'est que Facebook perd tout simplement des abonnés. Il y a de moins en moins de monde qui pense que c'est On a vu une quasiment plateforme pertinente. Voilà. 1 million de moins. Alors sur le réseau Facebook, parce Oui, qu'ils sur le ont réseau, effectivement sur le réseau. Instagram, Oui. WhatsApp, qui sont encore. Les enfants sont plus sur Facebook depuis longtemps. Quoi. Et ils n'y reviendront pas. Ah non, je crois. Vous savez, Bernard Arnault disait, je suis sûr que dans 100 ans, on boira encore du champagne. Je ne suis pas sûr que dans 100 ans, on sera encore sur Facebook. Et il n'avait pas cité Facebook pour rien. Non, mais d'ailleurs, au passage, là, Facebook qui menace à nouveau, visiblement, c'est un bras de fer toujours entre Facebook et l'Union européenne, mais qui menace de fermer purement et simplement les réseaux sociaux qu'il opère en Europe si l'Europe ne laisse pas le groupe rapatrier les données des utilisateurs européens vers les États-Unis. Je ne sais pas s'il aura tellement les moyens de mettre ces menaces à exécution, mais comme on parle de Facebook, on peut parler du métaverse aussi. Et quand on parle des effets quand même de ces politiques monétaires, pour faire le lien quand même avec ce qu'on disait précédemment, quand on voit ce qui se passe quand même en termes de spéculation financière sur le métaverse, je ne voudrais pas paraître trop vieux jeu, peut-être que effectivement je suis trop vieux pour comprendre tout ça, mais quand on achète des maisons virtuelles à 4 millions de dollars et qu'après on achète une autre maison virtuelle à 2 millions de dollars parce qu'elle est près d'un tel qui a bonne réputation et donc ça fait un bon quartier pour acheter sa maison virtuelle, je me dis que probablement quand même il y a un petit peu trop d'argent en circulation et qu'il est bon de resserrer un tout petit peu pardon, je fais le lien, mais qu'il est bon un tout petit peu de resserrer la vis. Vous dites Facebook qui se transforme en Meta, puisque c'est désormais le nom officiel de la holding de tête. Vous dites que c'est peut-être un red flag historique. Oui, absolument, sur le fait que d'exubérance. Voilà, d'exubérance irrationnelle, pour reprendre les bons vieux. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas vraiment de levier et pas vraiment d'avance là-dedans non plus. C'est-à-dire que Facebook, on peut pas dire que ce soit l'acteur principal. Non. Je préfère acheter Sandbox. C'est pas forcément l'acteur. Évidemment, il y a des moyens, mais on aurait pu citer les crypto-monnaies aussi. Voilà, non, mais pour revenir à ta question, je pense quand même que Facebook, ils n'ont plus les moyens de faire ça. Si demain Facebook dit moi je m'en vais d'Europe, là c'est pas 250 milliards de capi. Enfin, l'Europe, c'est pas grave. Je crois qu'il y a beaucoup à perdre, peu à gagner dans cette histoire pour eux là. Sur le marché, comment vous voyez les choses, Jean-François? Où est le strike du pouls de la Fed? C'est quoi le niveau de douleur qui permettrait peut-être de calmer un petit peu les ardeurs des banques centrales, si c'est le sujet? Oui, alors encore une fois, une banque centrale, alors, notamment aux États-Unis où les effets de richesse sont énormes par rapport aux effets de richesse en Europe, où c'est plutôt l'immobilier qui compte, etc. Les effets de richesse liés aux actions sont assez limités en Europe par rapport aux États-Unis, même aux États-Unis, encore une fois, 80% des actions sont détenues par 10% des personnes, donc c'est quand même assez limité. Mais il y a quand même un vrai effet de richesse. Sachant que plus que jamais le retail, et plus que jamais le retail a été impliqué dans la dernière vague de hausse des marchés. Voilà, il y a un vrai effet de richesse comme aux États-Unis lié au marché actions et eux au marché immobilier encore plus. Mais il y a un vrai effet richesse. Moi, ce que je voulais peut-être rebondir sur ce qui a été dit aussi, c'est que finalement, si la Fed fait 7-8 hausses des taux, on va probablement vers une récession américaine. C'est déjà au premier trimestre, nous, on pense qu'il y aura zéro de croissance. Je ne vois pas comment la consommation aux États-Unis va se tenir avec une inflation largement supérieure au salaire. Donc, énorme perte de pouvoir d'achat, donc gros changement par rapport à 2021 et une vraie différence avec l'Europe, première chose, donc perte de pouvoir d'achat. On voit bien que le chômage aux États-Unis, on n'est pas loin du taux de chômage le plus bas, d'ailleurs il est remonté aux derniers chiffres, même si on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont revenir, mais il est quand même sans doute proche du moment où en fait on détruit les emplois aux États-Unis. C'est la fin de toutes les allocations. Les allocations pour garde d'enfants sont arrêtées en décembre. C'est pour ça que les gens d'ailleurs reviennent un petit peu sur le marché du travail. Et vous avez des taux qui remontent. Et donc probablement que les valeurs de l'immobilier et des actions va être un petit peu. Donc tout ceci nous laisse penser que la consommation, qui est 70% du PIB américain, elle va avoir du mal cette année. Elle va avoir beaucoup de mal. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très favorable tout ceci à ce qui est anticipé. Alors pour revenir en termes d'allocation, moi dans une économie comme les États-Unis où finalement les valorisations étaient les plus élevées, très concentrées sur un petit nombre de valeurs, encore une fois, jamais depuis 2000 on a vu une telle concentration. Microsoft dans les années 2000, aujourd'hui voilà, on n'a jamais eu autant d'histoire des concentrations sur un si petit nombre de valeurs, donc très lié à une hausse des taux. Donc les valos hyper élevés aux États-Unis, très liés au taux d'intérêt. Donc économie qui est ralentie, peut-être une croissance divisée par 2 voire 3 pour nous.
hausse des taux et donc qui mettent à mal les valorisations, avec une économie donc qui ralentit, c'est pas bon pour les earnings non plus. Si tout ceci se met en plus dans un contexte de potentielle guerre, honnêtement, on est dans un truc où moi je trouve qu'il faut être très prudent sur les valorisations des actions. Et dans le même temps, pour être contrariant, on disait, bah oui, mais d'accord, mais de toute façon, on va acheter les actions parce qu'on est toujours dans le TINA, il y a there is no alternative. De toute façon, comme c'est un moment de hausse des taux, on ne peut pas acheter les taux, donc on achète des actions. Mais moi, je crois que c'est pas vrai. Puisqu'à partir du moment où vous avez déjà dans le marché pricé 8 hausses des taux, et vous avez effacé tout le moment Covid, 1,90 sur le 10 ans américain, peut-être que certains reviennent sur ce niveau. À mon avis, finalement, le marché taux, il price beaucoup trop de choses, quoi. Donc je suis pas du tout sûr que le 60-40 actions taux, finalement, sur les US, moi, je serais plus prudent. En revanche, là où c'est, je trouve moins vrai en Europe, c'est-à-dire que là, vous avez toujours quand même une reprise des earnings qui sont des valorisations moins élevées, une reprise macroéconomique qui continue à être beaucoup plus forte. Encore une fois, avoir 4% de croissance, le potentiel de l'Europe, c'est plutôt 1,5. Donc, ça va bien se passer encore pour les earnings en Europe cette année. Dans l'allocation action, David, oui, est-ce qu'il faut privilégier certaines zones par rapport à d'autres? Alors, certains segments de la cote par rapport à d'autres, certaines zones par rapport à d'autres. Et puis, la question un peu joker de 2022, est-ce que dans les émergents, pour des raisons X ou Y, est-ce qu'il y a des émergents qui peuvent décorréler un petit peu les portefeuilles, justement, de la situation des économies développées, notamment de la situation américaine, telle que vient de la décrire Jean-François? Alors sur les émergents, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est, côté plutôt un petit peu pessimiste, de se dire que si on est sur des taux américains qui vont partir à la hausse de manière assez significative, c'est jamais un environnement très très sympathique pour les marchés émergents qui sont quand même endettés en dollars, etc. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, d'un autre côté, la sous-performance des marchés émergents, elle remonte maintenant à pas mal de temps. Les décotes sont très significatives et on peut quand même se dire qu'à un moment donné, il y a certainement de la valeur à aller chercher dans ces marchés-là. Avec un joker qui reste quand même la Chine et l'incertitude politique qui, depuis cet été, règne un peu sur ce pays. Parce qu'on a bien vu que du jour au lendemain, ils peuvent juste effacer un secteur de la cote, ça ne les dérange absolument pas. En tant qu'investisseur, ça peut être un petit peu plus perturbant et donc, effectivement, on ne peut pas s'attendre à voir la valorisation de la Chine revenir là où on était avant l'été dernier. Mais effectivement, cette année, il y a certainement des choses il faut se réintéresser à cette zone qui a été délaissée pendant assez longtemps maintenant. Pétrole, matières premières, énergie, Régis, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que s'il peut y avoir ici là dans le marché des inquiétudes sur la croissance future à terme, du fait effectivement de politiques peut-être plus agressives en matière de politique monétaire, on ne le voit pas dans le pétrole. Alors, pas dans le pétrole. Ça s'est un tout petit peu apaisé sur la partie gaz et électricité en Europe, apaisé à des niveaux qui sont encore 2 à 3 fois supérieurs au niveau des 10 dernières années, donc des niveaux qui restent très élevés, mais qui ne sont plus dans la crise extrême qu'on a connue à la fin du mois de décembre. Il y a toutefois de bonnes chances que cette crise se reproduise, puisque aucun des problèmes de la fin décembre n'a été résolu, bien au contraire. Mais on a redémarré les centrales à charbon qui ont permis de se substituer au gaz et de se substituer à l'absence de nucléaire, etc. Donc ça, c'est quand même un petit peu apaisé, mais comme à un moment donné, il va falloir refermer le charbon aussi, le problème va très, très certainement revenir. Mais pour l'instant, il y a une phase un peu plus calme. Sur le plan du pétrole, on rejoint des niveaux très élevé. C'est pourquoi aussi, ça renvoie à ce que nous disions, c'est-à-dire que si la Banque Centrale Européenne n'accompagne pas la Fed, vous risquez d'avoir une hausse du dollar qui viendrait renchérir encore le prix du baril, qui est déjà donc en dollars à 95, au plus haut depuis 2013-2014. Ce sont des niveaux qui sont encore absorbables par l'économie, mais qui sont très élevés, qui sont assez en contradiction avec le scénario qu'on pouvait avoir ces dernières années, parce qu'avant le Covid, on voyait bien que la demande allait, à un moment donné, la demande de pétrole allait plafonner, peut-être autour de 2025, à l'échelle mondiale, et que l'offre, elle, était extrêmement abondante. Mais il y a eu le Covid, il y a eu aussi les pressions des actionnaires, des investisseurs, etc., pour diminuer les efforts d'exploration-production. Vous avez une Arabie Saoudite qui a décidé aussi de maintenir quand même des prix plus élevés. Elle s'était fait peur finalement avec sa tentative en 2014
de casser le pétrole de schiste aux États-Unis, ce qu'elle a échoué à faire. Donc vous avez un OPEP qui est plus resserré, une Russie qui elle-même arrive maintenant à s'entendre avec l'OPEP, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils se mentaient pas mal l'un l'autre et finalement il y avait une offre qui revenait. Là, ils se tiennent bien, ils sont assez en adéquation et finalement on a quand même une tension sur le baril qui ne correspond pas encore une fois à quelque chose de physique. C'est-à-dire que du pétrole, si on prend en compte le pétrole de schiste, il y en a. Du pétrole, il y en a encore pour très très longtemps. Mais les acteurs, à la fois volontairement et involontairement, ont réduit leur capacité à augmenter l'offre par rapport à la demande et par rapport aussi à cette très forte reprise. Et ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles les banques centrales veulent ralentir cette croissance qui est très très forte depuis la reprise Covid. C'est aussi ça génère beaucoup de demandes en matière de pétrole. Où est et le ça prix risque... d'équilibre alors aujourd'hui là? Enfin, d'ailleurs, quelle est la partie spéculative, géopolitique, où est le prix Alors, il y a d'équilibre? aussi probablement une partie spéculative et financière dans le prix du baril, parce que si on dit que le prix d'équilibre, c'est le coût marginal d'extraction, le coût marginal d'extraction, il est plutôt entre 60 et 70 $. Ouais. Donc, on peut dire qu'on a 20 à 30 $ de prime. Géopolitique, bon, la prime géopolitique, elle existe toujours peu ou prou, mais peut-être un peu de spéculation financière. Vous avez en Europe aussi le marché du CO2 qui est très tendu. Là aussi, on s'approche des 100 € la tonne de CO2, évidemment, avec le redémarrage des centrales à charbon pour faire face à la pénurie de gaz. Et donc, oui, vous avez des pressions. Là, c'est même pas tellement inflationniste sur les matières premières, mais pour ainsi dire, récessionniste. C'est-à-dire que, évidemment, pour le consommateur final, on a vu d'ailleurs les États être obligés de s'agiter dans tous les sens pour essayer de contrer ces effets. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, encore une fois, tout le nouveau narratif des banques centrales, beaucoup plus dur, n'a pas cassé la dynamique là, sur les matières premières et sur le pétrole, notamment, Jean-François. Alors oui, mais je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Il y a aussi des effets offre et demande. C'est-à-dire que là, on a une explosion de la demande parce que le monde repart post-Covid et on avait une offre qui avait été victime de beaucoup de sous-investissements, notamment depuis 2015. Et ça s'est accéléré depuis puisque fort on veut décarboner les économies. Donc le pétrole, c'est brown, c'est pas bon, personne ne doit investir là-dedans, etc. Donc on avait un peu du sous-investissement et personne ne voulait trop aller là-dedans, encore moins dans le charbon qui était un gros mot, etc. Là, on voit bien avec la pénurie de gaz un peu orchestrée probablement par la Russie. Hein, les exportations russes sont en baisse de 25% par rapport à ce qui était prévu, etc. Donc il y a aussi plein d'éléments géopolitiques. Ce qu'on voit quand même, c'était que tout le pétrole, ce qui était le producteur marginal de pétrole, c'était les producteurs américains, que le nombre de rigs aux États-Unis a fait plus 50%. Donc ils sont quand même en train de revenir, malgré tout ce narratif comme quoi maintenant c'était la rentabilité plutôt que la production et qu'ils arrêtaient d'ouvrir des rigs. C'est pas vrai. Là, sur ce niveau de prix-là, on les voit, ils sont en train de revenir assez largement. Nous, on a quand même tendance à penser que là aussi, il y a une prime géopolitique qui peut durer. Enfin, encore une fois, s'il y a l'invasion de l'Ukraine par les Russes, c'est difficile d'imaginer que le pétrole et surtout le gaz vont baisser. Okay, donc ça, mais s'il n'y a pas ça, en revanche, si vous avez une croissance chinoise qui passe de 8% en 2021 à 5% en 2022, croissance américaine qui passe de 6 à 3, voire 2, croissance Europe de 5 à 3, Japon pareil, a priori, la demande mondiale de pétrole va se calmer. Donc nous, on dit plutôt que ça doit aller s'équilibrer vers 75-80. C'est pas normal que le marché n'ait pas encore anticipé ce que vous décrivez sur le plan macro. Et oui, mais il y a une vraie prime aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui va se passer sur l'inflation, hein, c'est pas la peine d'aller regarder les paniers de la ménagère. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de bataillons russes qui sont déplacés en ce moment dans le Donbass et en Crimée. Il y en a 14 qui sont arrivés ce week-end. Bon, s'il y a une guerre en Ukraine, évidemment, les prix du gaz vont monter, les prix de l'inflation vont rester élevés. Donc, Christine Lagarde, il faut qu'ils regardent leur satellite et voir ce qui est en train de se passer. C'est probablement le gros de l'inflation, on l'a dit en début d'émission. Le gros de l'inflation, c'est les prix de l'énergie. Si les prix de l'énergie ne rebaissent pas, l'inflation va rester sur des niveaux élevés. Mais n'oublions pas l'effet de base. Si les prix de l'énergie restent à leur niveau, l'inflation arrête de monter. Hein. Les effets de base s'inversent sur la deuxième partie de l'année. Donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il y a beaucoup de pessimisme dans les anticipations de marché regardant les banques centrales. Oui. D'agressivité, vous voulez dire. Oui, je pense que... D'ambition, quoi. Voilà, il y a du... Ou surréaction. Ou de surréaction. Voilà. Il y a du chemin entre la coupe le bol de Perron, je ne suis pas complètement encore sorti de la piste. Il y a quelques verres encore à servir, peut-être. Bon. Comment on raisonne sur le risque géopolitique, là? Parce que c'est vrai que c'est à nos portes, ça implique l'énergie. Et évidemment, le but n'est pas de gérer en fonction d'un risque géopolitique extrême, mais bon... Là, c'est quand même le sujet chaud du moment, si on s'extirpe un petit peu des sujets traditionnels de marché. Et en période de guerre, on ne monte pas les taux, je rappelle. Hein.
C'est vrai encore. Ben non, mais très bonne. Oui, c'est vrai encore. Parce que je pense que j'aurais du mal à penser que la Fed monte les taux en mars s'il y a une invasion de l'Ukraine. Hein. D'accord. Bon, déjà voilà, c'est une manière de réfléchir alors ça. Oui, mais c'est quand même très difficile de gérer en fonction de ce risque-là. Hein. C'est comme le risque terroriste, etc. On sait que c'est là. Des fois, c'est plus prégnant que d'autres. On peut être un petit peu plus prudent à certains moments ou d'autres. Mais l'histoire montre qu'on a toujours tendance à un peu surestimer ces risques-là et leur impact de long terme, en fait. Hein. C'est souvent des choses qui ont un impact. On en parle pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, on passe à autre chose. Donc, alors... Je dis ça, mais on revisionnera cette émission et on notera de ces faut se souvenir que famous last words, comme on dit. Le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Hein. C'est un petit. C'est pas non plus un truc qui peut exploser mondial. Même quand il s'agit des États-Unis, c'est vrai, c'est le risque terroriste notamment et tout, c'est très spectaculaire évidemment sur le plan humain. C'est toujours. Mais en fait, sur le plan économique, très souvent, c'est des blips, ça se voit pratiquement pas en fait. Ouais, mais là c'est un peu différent. Enfin, il y a des entreprises européennes qui sont engagées sur des marchés à l'est, sur des marchés en Russie. Non. Il y a l'implication quand même des prix de l'énergie. À moins qu'il y ait une escalade, si vous voulez, mais l'Ukraine en tant que telle et la Russie en tant que telle, bon. C'est pas des gros partenaires commerciaux de l'Europe, au niveau. Mais même et d'ailleurs même sur le gaz, parce qu'en réalité les importations russes de gaz sont à 0 depuis l'été. Donc même sur le gaz, si vous voulez, on a déjà eu les faits, en fait. C'est déjà dans les prix. On a déjà eu les faits. Les investisseurs ne sont pas obligés de traiter de tous les, les sujets. Et après, celui-là est un sujet. S'il reste en dehors un petit peu du spectre des marchés, c'est peut-être pas plus mal pour l'instant. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, Lazare Frères Gestion, David Calfon, Sansoyes et Jean-François Robin, Natixis CIB étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de la nutrition. Comment investir dans le thème de la nutrition? Nous en parlons avec Gilliane Dizen qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, gérante chez Pictet Asset Management. Gilliane, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors on parle avec vous du thème de la nutrition qui est le thème d'un des grands fonds thématiques de Pictet AM qui existe depuis 2009, mais c'est un fonds qui a été repositionné justement autour du thème de la nutrition spécifiquement en 2017, Gilliane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce thème de la nutrition et du périmètre même de cette thématique de la nutrition? Oui, exactement. Merci beaucoup et bonsoir. En fait, il y avait un changement pour mettre l'accent autant sur la qualité que sur la quantité des aliments. Pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse-t-il à ce sujet de la nutrition? C'est parce que c'est le levier le plus important pour répondre à la crise de la santé humaine et planétaire. Et en fait, elle est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et de l'accord de Paris sur le climat. Effectivement, les défis auxquels nous sommes confrontés sont à la fois environnementaux et sociaux. Nous devons produire plus de nourriture pour une population mondiale croissante dans un contexte de changement climatique, de diminution de terres arables, de l'eau, de ressources naturelles. Et nous devons produire des aliments nutritifs pour éviter la crise sanitaire mondiale croissante, qui n'est pas, pour une fois, le Covid ici, mais en fait la malnutrition. Donc on a quelques 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès suffisant à des calories nutritives et encore 2 milliards qui sont en surpoids et consomment des quantités excessives de calories vides. Donc pour répondre à ces problèmes très complexes, nous avons besoin effectivement d'une variété de solutions tout au long de cette chaîne de valeur alimentaire. Il n'y a pas de solution miracle. Et c'est ça, en fait, qu'on regarde avec cette stratégie de nutrition. Donc, on vise à diriger effectivement les capitaux vers les entreprises qui améliorent la durabilité, l'accès et la qualité de l'alimentation dont on a besoin pour notre santé et développement.
Ouais, très intéressant. Et c'est un sujet d'ailleurs qui s'invite dans les débats politiques. Comment permettre au plus grand nombre l'accès à une nourriture, une nutrition, une alimentation de qualité. C'est un point clé aujourd'hui. Comment est structuré le fonds aujourd'hui, Gillian, justement, au regard de cette thématique telle que vous l'avez décrite, et quels sont justement là dans la chaîne des valeurs les grands axes, les grandes verticales sur lesquelles vous investissez aujourd'hui chez Pictet AM? Oui, absolument. En fait, il s'agit d'une opportunité de plus de 2 000 milliards d'euros qui couvre l'ensemble de cette chaîne de valeur, de la ferme à la fourchette. Donc d'abord, en amont, on regarde cette première verticale de 3 qu'on s'appelle la technologie agricole. Donc promouvoir un meilleur rendement en utilisant plus efficacement les ressources et en réduisant les produits chimiques, par exemple, grâce aux technologies d'agriculture de précision. La deuxième verticale, c'est vraiment au milieu de cette chaîne de valeur, un segment qu'on appelle logistique, où on focalise à l'accès à ces aliments de manière pratique et sûre, et en tirant le meilleur parti de ce que nous produisons, et nous attaquons au gaspillage alimentaire, aux plateformes de distribution et aux tests de sécurité. La troisième verticale, c'est vraiment en aval. On a la nourriture elle-même, donc on regarde la qualité de ces produits alimentaires, des compléments et des produits alimentaires de nouvelle génération. Donc à la base de plantes, par exemple, des probiotiques, et qui sont beaucoup de fois vraiment grâce à des entreprises très spécialisées dans les ingrédients qui nous aident à reformuler nos aliments préférés en les rendant moins salés, moins sucrés, moins gras et toujours appétissants. Au même temps, je dois dire que nous évitons activement de diriger les capitaux vers des activités dont la production nécessite beaucoup de nos ressources, mais qui n'ont pas des impacts ou qui ont des impacts, par exemple, négatifs sur notre santé ou celle de la planète. Donc, par exemple, on exclut les fabricants de viande bovine, de viande transformée, des confiseries, alcool, emballage alimentaire en plastique, fast-food, certainement, mais aussi les produits chimiques agricoles qui dégradent nos sols et peuvent nuire à notre santé. Donc, c'est un peu ça comme la stratégie est structurée, et toutes nos exclusions ou inclusions sont basées autant que possible sur la science, en fait, en utilisant les recherches des ONG, les expertises d'un comité consultatif, avec des expertises de la médecine, biologie moléculaire, matières premières, politique sanitaire, etc. Oui, parce qu'il faut le dire, Gillian, c'est un fonds alors qui, selon la classification européenne, est classifié article 9 dans la SFDR telle qu'elle s'applique aujourd'hui en Europe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous voulez avoir un impact extra-financier positif et avoir le plus d'impact extra-financier possible à travers vos investissements dans ce fonds. Gillian, comment vous mesurez ces impacts? Quelles sont un peu les mesures d'impact clés pour vous, justement, quand on parle du thème de la nutrition aujourd'hui? Exactement. En fait, donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment d'avoir cette vision de balancer, si vous voulez, cet impact sur notre santé et planète quand on regarde des actifs. On regarde de plus en plus toutes sortes de mesures pour mesurer ce genre de contribution positive. On regarde notre contribution vers les ODD de l'ONU. On regarde les mesures de ESG un peu plus traditionnelles, si vous voulez, donc les controversées, la gouvernance des entreprises, les risques opérationnels, les impacts environnementaux. On utilise les planetary boundaries, qu'on s'appelle, qui sont des mesures pour mesurer en fait à quel niveau il y a des industries qui impactent négativement les équilibres naturels de la planète. Ouais.
où est-ce qu'on en est par rapport aux limites physiques de la planète. Effectivement, c'est le sujet là sur le thème de la nutrition. Alors évidemment, c'est un fonds de stock picking, bien sûr, Gillian, mais quand on regarde l'allocation géographique du fonds tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il y a des zones particulières qui semblent des terrains d'investissement plus propices que d'autres, Gillian? Oui, en fait, on est pondéré en faveur de l'Europe, où on voit certainement des sociétés ayant l'approche ESG la plus solide en matière d'alimentation, par opposition à une manque d'opportunités ailleurs, peut-être. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pondéré en faveur de l'Europe, où on trouve les grands leaders, certainement en ingrédients et produits alimentaires. Est-ce qu'il y a un ou deux exemples européens, de leaders européens justement, qui incarnent pour vous cette thématique, Gillian? Par exemple, on a certainement une entreprise comme DSM, qui est vraiment un leader hollandais dans le secteur de l'ingrédient. Ils fabriquent des probiotiques, des suppléments, et intéressamment, les suppléments pour le bétail qui réduisent leur production de méthane, par exemple. Donc ça, c'est une entreprise qui est assez intéressante, européenne. Mais il y a plein d'entreprises globalement qui sont super intéressantes, soit celles qui collectent et réutilisent les déchets de cuisine industrielle pour fabriquer des biocarburants et autres produits, par exemple. Donc un Darling Ingredients qui est américaine. Mais aussi des plateformes de livraison directe aux consommateurs, une entreprise aussi européenne comme HelloFresh, qui mettent en relation les producteurs locaux et consommateurs dans un format pratique qui limite aussi le gaspillage. Et du coup, Gillian, en termes de profil de fonds là, pour l'investisseur et même pour l'allocataire, est-ce que le thème de la nutrition, encore une fois, tel qu'il est décliné dans votre fonds chez Pictet, est-ce que c'est un thème aussi défensif que ce qu'on peut imaginer? Parce qu'on voit quand même de plus en plus de technologies, de plateformes technologiques qui participent à la chaîne de valeur de la ferme à la fourchette, comme vous dites, Gillian. On voit aussi des paris industriels qui sont pris sur l'alimentation végétale demain par rapport à l'alimentation carnée, par exemple. Est-ce que ça implique que le thème est aujourd'hui un peu plus cyclique, peut-être, un peu plus technologique qu'auparavant? Ouais, non, en fait, c'est presque pas du tout cyclique. C'est assez défensif. Ça reste assez défensif, alors, vous dites? Ça reste assez défensif, qui est sans surprise, étant donné son orientation vers les biens de consommation de base et les ingrédients alimentaires. Il est en fait pratiquement pas exposé au secteur de la technologie, ni aux services financiers, malgré qu'il y a évidemment beaucoup de technologies intégrées dans ces activités. Mais effectivement, c'est une stratégie qui potentiellement est assez diversifiante, avec cette exposition à la technologie qui est assez basse, avec un bêta qui est aussi assez basse. Une bêta, donc une sensibilité au mouvement de marché qui est un peu plus faible que la moyenne. Merci beaucoup, Gillian. Merci de nous avoir parlé de ce thème de la nutrition et de la stratégie du fonds nutrition, qui est un des grands fonds thématiques de la gamme Pictet Asset Management. Gillian Dissen, qui était avec nous par téléphone depuis la Suisse, gérante chez Pictet AM. Voilà, c'est ainsi que se termine Smart Bourse ce soir, sur ce quart d'heure thématique. Nous nous retrouvons en direct demain à 12h30 sur Bismart.